Dès le 4e millénaire avant notre ère, l'Égypte, issue d'une civilisation primitive banale, s'impose brusquement de manière fabuleuse sur les rives du Nil. Les incroyables édifices encore visibles de nos jours sont les preuves presque inaltérables du niveau de sophistication atteint par ce peuple il y a près de 5000 ans. Si les arts, les sciences, l'organisation sociale, les techniques agricoles et la gestion des crues du Nil ont permis à l'Égypte de développer l'une des civilisations les plus florissantes de son époque, le tout fut sans doute facilité par la mise en place d'un système d'écriture, d'un alphabet, les hiéroglyphes. Parcourant les temples, scrutant leurs murs, ces symboles s'imposent à nous tel un code indéchiffrable composé d'images expressives et simplifiées d'objets, de choses de la vie quotidienne, de divinités. Parmi ces milliers de signes, un seul qui ne soit pas concret, l'Ankh, la croix de vie égyptienne dont l'origine est inconnue. Omniprésente, simple, troublante, mystérieuse, elle sera présentée par les guides comme le signe de vie, la vie étant paradoxalement ce qu'il y a de plus simple et de plus complexe. Dans les ouvrages littéraires ou historiques, ces interprétations seront encore plus variées et fantaisistes, ne serait-ce qu'en raison de leur antinomie. Ce qui frappe, c'est que l'auteur le plus prolifique ne consacre guère que quelques lignes à la croix au sein de l'ouvrage le plus copieux. Pourquoi s'est-on désintéressé à ce point de ce symbole récurrent dans les textes égyptiens ? Dans les années 90, Guy-Claude Mouny et Guy Gruet isolent ce symbole et décrivent dans Le Grand Secret du Signe de Vie comment l'Ankh, associé à d'autres hiéroglyphes, pourrait être interprété comme la représentation schématisée d'une technologie avancée héritée d'une civilisation disparue. L'Ankh. Connu sous le nom de croix du Nil, croix de vie ou croix en C, il s'agit de la représentation d'une croix suspendue à une anse. Les symbolistes y verraient tout de suite la moitié redressée du signe de l'infini surmontant une croix en tau ou croix de Saint-Antoine. La croix égyptienne est omniprésente sur 800 000 km² et 5000 ans d'histoire. Elle est l'élément répété de bas-reliefs, de sculptures, mais aussi signe de l'alphabet au sens de vivant. Sous le nom encore de source de vie, et dans l'interprétation des égyptologues, elle est l'instrument par lequel les dieux donnent la vie. Parfois pendante, parfois braquée, souvent dirigée vers la narine de Pharaon, elle semble effectivement lui insuffler la vie. Au lieu des narines, c'est peut-être l'ensemble menton-nez-bouche qui est visé. Omniprésente chez les divinités, elle n'est portée que par Pharaon, très rarement par la reine chez les humains. Pharaon ne la guère que comme accessoire que les dieux lui ont confié. Il la tient souvent dans la main de manière très passive, il ne l'utilise pas. Pour certains, la croix en C était une puissante manière de capter les influences astrales et la magie. Manipulée allègrement par les divinités qui la portent, la braque comme une baguette magique ou comme un défibrillateur cardiaque qui rend la vie. Voilà donc comment se présente cette croix, étant entendu que nous la voyons aussi partout mais statique comme élément de texte et de décor. Hors texte, l'Ankh est parfois inclus dans un groupe de signes dont l'origine concrète est loin d'être évidente. Les mêmes hiéroglyphes, pas toujours tous à la fois, sont groupés, un peu comme un logo, ne donnant pas vraiment de traduction cohérente. Isolant ces symboles, Guy Gruet et Guy-Claude Mouny, loin de vouloir faire des démonstrations scientifiques ou de délivrer de doctes messages, se sont donné comme but d'étendre le champ d'investigation en gardant l'objectif initial, rechercher ce que peut être l'objet qui a inspiré la forme de l'Ankh. L'électricité tire son nom de l'ambre, électron en grec,
Cette ambre qui frottait attire les corps. Cette découverte remonte à Thalès en 700 avant Jésus-Christ. L'électricité peut être engendrée de diverses manières, mais toujours de même essence. Il y a deux sortes d'électricité, l'une dite positive, l'autre négative. Les corps sont généralement en équilibre électrique avec leur milieu, c'est-à-dire qu'ils n'ont sur leurs voisins aucune action attractive ou répulsive. Si on les frotte, une partie de l'électricité de l'un va dans l'autre. Alors l'un des corps contient plus d'électricité que dans sa situation antérieure d'équilibre, il est chargé positivement. L'autre qui est devenu en insuffisance est chargé négativement. Sur un principe découvert par Galvani en 1786, Volta construisit vers 1796 la première pile, réservoir à électricité par alternance de paires de disques de cuivre et de zinc, étant chacune séparée par une rondelle de drap imbibée d'eau acidulée, le tout formant une colonne. Mais tout cela n'est peut-être pas si nouveau. En effet, dans un manuscrit indien datant de 4000 ans, le Agastya Samhita, on peut découvrir le mode de fabrication d'une batterie électrique qui fut testée de nos jours et qui est parfaitement fonctionnelle. Cette batterie indienne n'est pas sans rappeler la fameuse pile de Bagdad, découverte en 1936 et qui daterait du IIIe siècle avant Jésus-Christ. En Égypte, dans le temple d'Hathor de Dendera, un étrange bas-relief semble représenter un dispositif d'éclairage moderne. La connaissance de l'électricité est l'un des héritages de la civilisation ayant précédé la nôtre, ayant atteint un haut degré de sophistication. Dans une lecture, le médium Edgar Cayce avait décrit une salle pleine d'archives située près d'une des pattes du Sphinx. Les éléments que contiendrait cette cage traiteraient de l'Égypte ancienne et de l'Atlantide. Il avait également décrit les grands cristaux de l'Atlantide, source d'énergie qui transmettait l'énergie solaire par ondes radio. Cayce affirmait qu'un important échantillonnage de matériel et de moyens de communication électrique datant de l'époque atlante était enfoui dans les déserts de Gobi. Lorsque l'Atlantide sombra, des groupes de survivants trouvèrent refuge en divers endroits du globe, notamment en Égypte, amenant avec eux un savoir avancé dans de nombreux domaines. C'est la raison pour laquelle la civilisation égyptienne semble sortie de nulle part et déclinée au fil des millénaires. Enfoui profondément, l'héritage fut transformé en secret, et petit à petit, le peuple oublia le sens des symboles. Langue isolée, il faut maintenant le faire parler. Afin de continuer l'enquête, Langue fut soumis à une expérimentation, l'effet Lichtenberg. Technique due au physicien allemand Georg Christoph Lichtenberg au XVIIIe siècle, ces effets démontrent l'organisation électromagnétique non lumineuse se produisant autour des éléments et nous dévoilent des processus complexes de charge bipolaire par l'intermédiaire d'un support électrostatique qui garde ses traces et les noircit artificiellement. Appliqué à l'encre, le résultat est assez spectaculaire. On remarque cette poussée vers le bas donnant l'impression d'un passage. C'est en méditant sur ce bouillonnement que l'esprit de Guy Gruet, ancien chef photo chez IBM Europe, fut traversé par une idée étonnante. Et si l'encre était une diode ? Souriant à l'idée inconcevable d'une telle technologie chez les Égyptiens, sa curiosité le poussa à réétudier les fresques égyptiennes et les papyrus, notamment ceux du livre des morts, sujet qu'il connaissait amplement, étant passionné d'histoire ancienne et d'antiquité. Ce qu'il y vit dépassait la plus audacieuse des hypothèses. Ce dessin papyrus vient du livre des morts, le livre d'Ani, daté de 1420 avant Jésus-Christ, dont l'auteur tira ses sources de documents très anciens. Dans cette illustration, l'encre, ou la diode, tient une place centrale. Du grec diodos. Revenons à l'illustration du livre des morts. L'encre ou la diode y tient une place centrale. Il est prolongé par deux bras qui pourraient être l'antenne dirigée vers le soleil ou l'espace. Rappelons que les Égyptiens ne représentaient que des choses concrètes. La colonne, Djed, sur laquelle il est posé, ne pourrait-elle pas être la pile pour l'alimentation, rappelant la pile de Volta ? De tracé agréable, ce signe figure un peu partout en Égypte sans avoir le caractère quasi sacré de la croix en C. Rarement représenté seul,
Il était pourtant le centre d'intérêt d'une cérémonie publique, dite érection du djed. Ce sont les prêtres qui officiaient, ce qui montre bien l'importance du signe dans la religion et la symbolique égyptienne. Ce rite se célébrait à Memphis en hommage au dieu Ptah, le démiurge, dieu des artisans et des architectes. Du temps de Champollion, ce signe observé fréquemment sur les monuments posait déjà un problème d'origine et d'usage. Certains y voyaient un nilomètre servant à mesurer les crues du fleuve, d'autres un arbre ébranché. Son appellation réelle est colonne d'énergie, ce qui correspondrait avec notre perception de pile. L'origine du mot pile vient du latin pila, qui signifie colonne. De tout temps, en matière de puissance électrique continue, l'homme a été limité par un problème de tension, et il a fallu additionner des éléments pour disposer de la puissance suffisante. La fabrication d'un élément individuel ne pouvant dépasser environ 1,5 volt de rendement, les besoins d'une tension supérieure amènent à accumuler autant d'éléments nécessaires en multiples d'1,5 volt. La traduction du mot djed, stabilité et durée, correspond exactement aux qualités de base d'une pile. Ces deux critères sont recherchés depuis le début par les fabricants de piles, la stabilité du débit en tension et la durée de ce débit. Quant au pied, support de la colonne souvent dessiné par alternance de traits horizontaux, il peut très bien s'apparenter à un condensateur, qui est formé de matières conductrices séparées par un isolant en multiples couches. Si nous reprenons la représentation tirée du livre d'Ani, nous pouvons interpréter le schéma central comme étant le montage d'une diode sur une pile condensateur. De manière moderne, ce montage s'apparente à ceci. Poursuivant l'étude méthodique du papyrus, nous découvrons de part et d'autre du djed Isis et Nephthys, les sœurs nommées les deux divines, à genoux sur le signe Neb, communément appelé le signe d'or. Mal connu, il ressemble à un petit banc fait d'osier pour le moins curieux. Si l'on bascule le dessin à la verticale et qu'on oublie un instant la version précédente, on peut le soumettre à un technicien radio. Il y verra le schéma d'un écouteur ou d'un haut-parleur avec les deux bobinages et leur noyau de fer reposant sur une membrane. Il y remarquera même une animation au sens d'une pression, d'une émission, d'une évocation sonore, par les petites larmes paraissant exprimer le rayonnement du son. La traduction de Neb, signe d'or, peut reposer sur la dureté autant que la longévité de ce métal, ce qui est pour le moins incompatible avec la notion de petit banc souvent avancée. On y voit d'ailleurs les déesses debout ou agenouillées, mais jamais assises comme on pourrait s'y attendre s'il s'agissait vraiment d'un siège. La deuxième traduction de Neb, signe de la pérennité, prend un sens particulier dans le concept d'un appareil devant restituer le son, puisque c'est alors le maintien de la voix, la persistance du verbe avec tout ce que cela sous-entend. La pérennité d'une voix célèbre disparue n'est-elle pas assurée par le haut-parleur ? Le tiet, nœud d'Isis ou nœud isiaque, est proche de la croix en C. C'est le signe d'Isis. Sous sa ligne globale, il figure dans de nombreux endroits voisinant de pures croix en C, montrant ainsi qu'il ne s'agit pas du même signe. Mais quelques rares fois, ce nœud inclut une sorte de filament interne. Dans ce cas, si l'on retire l'enrobage pour retrouver la forme initiale pure, on découvre le tracé exact d'une bobine d'oscillation nécessaire au récepteur. Si on le compare à une bobine réglable datant des années 50, on y voit une ressemblance parfaite avec le petit anneau et les deux brins disponibles pour le branchement du circuit récepteur. Le choix de la longueur d'onde se fait par glissement du petit cylindre de ferrite qui bloque la fréquence. Les spires bobinées sont maintenues par un bain de paraffine ou de la cire d'abeille, d'où l'enrobage. Le rôle de cette bobine est de faire osciller les ondes avant de les filtrer par la diode. Cela permet d'élargir la bande passante et donne ainsi davantage de facilité pour capter les différentes longueurs d'onde. La définition du signe tiet est donnée par aisance et bien-être. Elle est certes évocatrice de l'esthétique de ce hiéroglyphe, mais encore plus compréhensible dès que l'on saisit l'évidence du rôle technique de la bobine dans le récepteur.
Curieusement, il existe un papyrus dans le livre des morts représentant la pesée de l'âme du défunt, où le djed et le tiet sont représentés enfilés pour constituer les chaînes des plateaux de la balance. S'agirait-il d'un clin d'œil à un éventuel branchement électrique ? Nous venons de découvrir 4 éléments majeurs d'un ensemble radio stylisé dans les hiéroglyphes. S'il peut paraître fantaisiste qu'un peuple ancien ait eu connaissance d'une technologie découverte ou redécouverte au XXe siècle, il faut se demander si notre histoire, comme on nous l'enseigne, est une vérité absolue. Il faut également se demander si les symboles anciens ne cachent pas autre chose qu'un message de spiritualité. Tout porte à croire que le code laissé dans les vestiges archéologiques nous parle d'une civilisation antédiluvienne aux connaissances avancées. Puisque l'on vient d'évoquer la réception radio, on peut se demander si de l'autre côté il n'y aurait pas émission radio. Nous pensons alors naturellement au micro. Remarquons sur cette représentation qu'à l'instar d'un artiste en scène, les dieux font de même avec leurs bâtons. Dans une main, Anubis porte l'ankh, dans l'autre l'oas ou bâton des dieux. Nous avons vu qu'à divers égards, les Égyptiens savent jongler entre le symbolisme et le pragmatisme avec un rare talent. Pour ces derniers, nous savons que la partie basse du bâton de commandement ou de berger, fourchu, est destinée à immobiliser les serpents en les coinçant. C'est plausible, cela l'est moins pour les dieux, à moins qu'il ne s'agisse d'un suivi symbolique de la forme. Dans la reproduction gravée ou peinte, l'extrémité haute de la canne a une forme très stylisée, penchée, qui a priori fait penser aux poignées de canne contemporaines. Mais à bien y regarder, c'est un peu haut pour une poignée. Comment s'appuyer dessus ? Ensuite, cette poignée se place toujours devant le visage et dans le même sens. Observons une version permettant de discerner le détail. On y distingue que le haut de la canne est une tête d'animal. Cette tête est exprimée pour sa partie inférieure par une grande bouche et pour la partie supérieure par une grande oreille, dont la vocation est généralement de recevoir les sons. Une grande oreille donne bien l'idée d'une écoute, d'un recueil de la voix, pour la transmettre. Dans notre contexte, le micro est bien l'instrument auquel on confie un message pour se faire entendre. Tout cela s'inscrit bien dans la logique de l'inventaire des signes auxquels nous nous sommes livrés. Le nom de ce bâton sceptre est donc Ouas, bâton de commandement symbolisant la puissance, ce qui se conçoit aisément car l'ordre se donne par la voix. Se faire entendre d'un plus grand nombre est bien la démarche de tous les chefs. Pour confirmer notre impression, nous pouvons nous pencher sur un bas-relief peint du temple de Séti Ier à Abydos. On y voit le bâton en action par la figuration de la chaîne des accessoires où l'ankh, répété, prend un sens de relais entre Pharaon et le dieu Anubis possédant la canne au complet. Dans l'Ancien Empire, à en juger par les représentations, le dieu Ptah de Memphis était un utilisateur privilégié de la canne micro super appareillée. Sans doute parce qu'il était défini comme étant la divinité qui nomme les êtres vivants et appelle les humains par leur nom. C'est d'ailleurs Ptah qui est à l'origine du culte du djed, célébré à Memphis en son honneur comme initiateur. Ici, le dieu Ptah muni de la pile, la diode et le micro. Nous sommes maintenant en mesure de porter un autre regard sur certaines représentations.
même non utilisateurs, les scribes et les artistes paraissent en connaître assez long sur l'emploi de ce matériel puisqu'ils le font vivre, c'est indéniable. Ils l'utilisent avec justesse sous forme de symboles correspondant parfaitement à leur définition, bien qu'il soit quasiment certain que les Égyptiens n'ont ni construit ni utilisé ce matériel. Ces technologies en seraient restées au stade de schémas transmis et recopiés sans cesse, avec d'ailleurs quelques erreurs d'interprétation qui sembleraient confirmer un non-usage effectif par ce peuple. Il s'agirait de copies d'un même document de base, soigneusement conservé après par exemple la découverte fabuleuse d'une cache contenant du matériel. Le plateau de Gizeh incite à penser qu'une partie au moins de ces locaux enfouis aurait pu être des dépôts cachés d'une civilisation antérieure. Pourquoi pas ceux des Atlantes? Si le mot Atlante gêne, nous pourrions y substituer les termes civilisation pré-égyptienne. Dans ce contexte, on parle également souvent de l'Inde et du Tibet. Dans le livre de T. Lobsang Rampa, La caverne des anciens, l'auteur situe l'une des caches dans l'Himalaya et il y aurait découvert avec ses compagnons lamas tout un matériel technologique prédiluvien qu'il décrit de manière assez convaincante. Il cite des appareils, une énergie lumineuse, des émissions sonores et des images d'archives d'une civilisation passée. Revenons en terre d'Égypte. Il aurait été confortable de démontrer que la gestion égyptienne se faisait par une rapide et précise communication radio, mais nous commençons à comprendre que ce n'est pas le cas. Il faut se rappeler que les moyens radio ou électromagnétiques sont à l'échelle des divinités. Alors pourrait-on imaginer que ce sont peut-être elles qui ont fourni puis repris le matériel pour le cacher? Rien ne s'oppose à imaginer que les Égyptiens aient reçu non des schémas, mais une vue de matériel bien concret avec démonstration. Dans cette hypothèse, ils auraient pu reconstituer du mieux possible la chaîne telle qu'ils en auraient eu la vue, effective ou projetée. Autre hypothèse, si pour une raison quelconque une société se retrouvait à l'état zéro et qu'un des rescapés vivant un nouvel âge de pierre découvre un vestige de technologie ainsi que son rapport avec une forme de communication, ne sachant qu'en faire mais impressionné, il lui vouerait une sorte de culte qui se prolongerait en symbole religieux, personne n'en comprenant ni le fonctionnement ni l'origine.